Alors bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour un nouvel atelier de la transformation. Vous savez que cette saison 2025-2026 des ateliers de la transformation est dédiée à la facturation électronique, puisque c'est la grande réforme à laquelle la profession et l'ensemble des entreprises va devoir faire face sur les 12 prochains mois. Et donc ce matin, je suis avec mon acolyte, mon inséparable, Julien Catanèse, puisque nous animons ensemble les experts de la factu, et puis c'est le deuxième atelier de la transformation que nous faisons. Virginie Roitman n'a pas pu être présente ce matin, alors elle s'en excuse évidemment, elle reprendra la main sur le prochain atelier de la transformation qui doit être, j'imagine, en janvier, si je ne dis pas de bêtises. Le 20 janvier. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler d'une thématique un petit peu vue du ciel. C'est analyser et transformer les flux du cabinet. Et donc vous allez voir que Julien vous a préparé une cartographie de l'ensemble des flux de données financières, comptables, des factures face auxquelles les cabinets comptables sont confrontés. Et on va descendre chaque flux un par un pour voir quelles conséquences pratiques de la réforme de la facturation électronique sur chacun de ces flux et donc quelle action mener au niveau du cabinet. Évidemment, c'est un format sur lequel nous vous invitons à poser des questions. Je m'occupe du chat. Et dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. Vous êtes nombreux, mais n'hésitez pas à participer activement également à cette session. Et avant de laisser la parole à Julien, je voudrais rappeler qu'on a communiqué depuis maintenant une ou deux semaines sur le lancement de eFactu, qui est donc une application que vous pouvez télécharger gratuitement, que l'Ordre des experts comptables de la région Île-de-France met à votre disposition et qui vous permet de cartographier l'ensemble de votre clientèle, dossier par dossier, et de comprendre quels sont les cas d'usage, les spécificités de chaque dossier vis-à-vis de cette réforme de la facturation électronique. Donc je le redis, c'est totalement gratuit, vous pouvez télécharger l'application. La V2 est sortie hier, donc pour ceux qui avaient déjà la V1, vous pouvez aller récupérer la mise à jour qui intègre notamment les nouveaux cas d'usage qui ont été publiés. N'hésitez pas à nous faire des retours, hein. On essaye évidemment d'améliorer le produit autant que faire se peut, mais vous avez déjà quand même un produit très opérationnel et sur lequel les retours sont très positifs, hein. Le nombre de téléchargements est absolument colossal, donc on espère que le succès se confirmera dans les jours et semaines à venir. Allez, on attaque. Julien, je te laisse la parole. Très bien, merci Gilles. Bonjour à tous. Effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir l'ensemble des flux qu'il va y avoir à gérer au sein d'une entreprise et après de l'appliquer aussi au sein du cabinet, donc voir vraiment les conséquences concrètes. On a traité dans les précédentes sessions des choses assez spécifiques sur la cartographie des flux, la segmentation, la cartographie du portefeuille et la segmentation. Là, on va prendre tout simplement point par point sur les achats et sur les ventes et essayer de se poser la question de à quoi va ressembler la gestion d'un dossier, à la fois sur les achats et les ventes, donc après la réforme de la facture électronique, pendant et après. Qu'est-ce qui va rester dans le champ de la facture électronique, qu'est-ce qu'il y aura en dehors et quelles sont les actions à mettre en place pour arriver à se préparer à tout ça. Donc on va dérouler tout simplement les différents cas. Je vais utiliser pour ça une petite cartographie qu'on a préparée. Alors ici dans la salle, elle sera projetée derrière vous, mais en ligne, vous allez pouvoir la voir directement sur votre écran. Et on va commencer à dérouler ça avec la partie achat. Donc si on prend le sujet des achats et qu'on essaie de se projeter, déjà la première question qu'on va se poser, c'est qui est concerné par la partie émission en termes de facture électronique. Alors, je vais aller assez rapidement là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on avait commenté lors des précédentes sessions. Le principe, vous vous en souvenez, c'est que les assujettis à la TVA sont ceux qui sont dans le champ de l'obligation de la réforme de la facture électronique. Mais on peut être assujetti, redevable ou non redevable. Le principe de base, c'est que lorsqu'on est assujetti non redevable, on se retrouve soumis à l'obligation, mais uniquement pour la partie réception. Donc ceux qui seront soumis en émission et en réception, ce sont ceux qui sont assujettis à TVA, mais redevables. Donc, je schématise, mais vous avez le détail sur cette infographie qui est publiée par le CNO, qui permet de bien comprendre les différents cas. Le principe de base, c'est ça. Donc tout le monde ne sera pas soumis de la même façon à la réforme. Dans le champ de ceux qui seront soumis, certains ne seront qu'en réception, d'autres en émission ou en réception. Pour autant, je vais rapidement parce qu'on l'a déjà commenté, mais vous avez le chat pour poser des questions si vous le souhaitez.
On va donc se retrouver dans une situation sur la partie achat où on aura effectivement des factures qui vont rentrer dans le champ de la réforme. Donc pour ceux qui seront soumis en réception, donc les assujettis TVA. Ceux qui seront dans le champ de la réforme, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Ça ne va pas se faire de façon automatique, de façon magique, j'allais dire, du jour au lendemain, avec une réception sur une plateforme de la totalité des factures d'achat de vos clients. Il y a du travail à faire. Alors, on l'a répété plusieurs fois, mais on peut insister. Et un premier travail, c'est un travail de communication. Il y a énormément d'acteurs qui sont sur le terrain de la facture électronique, plus de quasiment 120 plateformes déclarées aujourd'hui. Donc il y a une sorte de guerre des acteurs pour conserver les flux de la facture électronique. Donc le premier chantier, si on veut à terme conserver ces flux de facture électronique, c'est d'abord de communiquer avec ses clients. Donc communiquer auprès de ses clients pour éviter de perdre les flux. Le risque principal, c'est que des acteurs tiers, acteurs bancaires ou acteurs techno, viennent capter ces flux à votre place. Le risque, donc, c'est de se retrouver, pour le dire très concrètement, à devoir aller chercher sur une plateforme tierce les factures d'achat pour faire la saisie. C'est tout simplement ça. Parce qu'on le rappelle, il n'y a pas d'obligation d'interopérabilité entre une plateforme et votre logiciel de production. Lorsqu'on parle d'interopérabilité, c'est l'interopérabilité entre les plateformes qui va être nécessaire. Mais un tiers, une banque, je ne vais pas citer de nom ici, mais une banque qui fait de la facture électronique n'a aucune obligation de se connecter à votre logiciel de production. Donc la facture électronique, c'est très bien, mais tous les avantages qu'on décrit, vous ne les aurez que si les factures sont sur la plateforme qui est connectée à votre logiciel de production. D'où l'intérêt de communiquer. Et là, on peut avoir plusieurs actions qu'on avait déjà évoquées. La signature de mandat pour engager le client et lui faire formaliser le fait qu'il vous délègue le choix de la plateforme, mener des réunions d'information et sans doute utiliser les rendez-vous bilans qui vont se profiler dans les semaines à venir pour informer largement les clients sur ce sujet. Là-dessus, Gilles, soit tu me disais que tu avais appelé 100% ces actions que tu as menées. Oui, tout à fait. Donc j'ai déjà partagé dans les réunions précédentes. Nous, au cabinet, on a lancé un plan de communication depuis septembre où 100% des clients ont ou vont être sollicités d'ici le 31 décembre pour... en fait, je regarde la caméra là-haut, mais c'est celle-ci. Ah oui. vont être sollicités pour qu'on leur fasse une présentation de la réforme en pratique, aussi comment fonctionne une plateforme agréée en pratique, l'objectif étant de récupérer les mandats. Je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le redis, on a pour l'instant récupéré 100% des mandats qu'on a sollicités, sauf un client qui n'a pas voulu nous donner le mandat, parce qu'il s'estime suffisamment compétent pour choisir sa PA tout seul. Okay. Why not? On lui a quand même souligné que si ça crée une déconnexion avec la comptabilité, ça aura probablement un impact sur la relation et les honoraires. Mais voilà, c'est une exception sur plusieurs centaines de clients, puisque dans mon cabinet, on accompagne 700 clients. Et ça marche plutôt bien, ça permet de faire preuve de pédagogie. Dans ton schéma, tu rappelais à très juste titre, mais ça aussi on l'a déjà dit, mais on va le répéter et on le répétera encore pendant un an. Les acteurs bancaires sont évidemment en train de mener une vraie guerre sur ce sujet, parce qu'il y a un enjeu pour eux de flux derrière ce sujet du choix de la plateforme agréée. Et on voit d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui un glissement, ou en tout cas une frontière qui disparaît progressivement entre la solution comptable et la solution bancaire. On peut difficilement ne pas citer l'acquisition de Shine par Cegid, qui est donc pour le coup une opération absolument colossal, puisqu'on est sur des valos en milliards, peut-être pas au pluriel, mais voilà, 1 milliard. Mais enfin, c'est quand même très représentatif de ce glissement qu'on a aujourd'hui entre le monde du logiciel comptable et le monde bancaire, et puis évidemment avec les néobanques qui vont solliciter. Je participais à une table ronde, j'assistais à une table ronde à l'AEC 77 la semaine dernière. Et alors c'était une table ronde sur évidemment cette réforme, et ce qui était intéressant, c'est que vous aviez un éditeur comptable, j'allais dire entre guillemets classique, et les deux autres participants c'était des bancaires. En l'occurrence une néobanque très connue dont le nom commence par Q, et une autre banque très traditionnelle et très connue qui a sa propre solution. Donc les acteurs bancaires sont vraiment en guerre, voilà, les parts de marché sont très importantes pour elles, elles savent que ça se joue dans les 12 prochains mois.
Et nous, on est assez convaincus, c'est ce qu'on répète. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les plateformes agréées des banques, mais par contre, il faut trouver une plateforme agréée qui soit, à minima, connectée à votre solution comptable. Parce que c'est la base de la réussite de cette réforme pour les cabinets comptables, c'est l'intégration des données de la facture électronique automatiquement dans la comptabilité. Exactement. Sur les banques, on entend parfois mais les banques ne feront pas de compta de toute façon, j'y crois pas, donc je n'ai pas peur de la concurrence des banques. Les banques ne le font pas forcément pour récupérer la compta. Il y a aussi un enjeu pour elles qui est de ne pas perdre les rémunérations sur les flux bancaires qui constituent un énorme gâteau pour elles. Donc ce n'est pas forcément offensif au sens de penser faire la compta à la place des experts comptables. C'est déjà défensif. Il y a des milliards d'euros qui peuvent leur échapper si demain les flux bancaires ne sont plus gérés directement par elles. Parce que, comme tu le disais, les solutions qui étaient des solutions comptables vont sur le terrain des banques et donc cherchent à capter une partie de ces flux. Donc pour elles aussi, il y a un enjeu défensif. Même si elles ne souhaitent pas faire de compta, ne serait-ce que pour se défendre, elles sont très agressives pour les conserver, ces flux, tout simplement. Parce qu'elles sont en fait convaincues, et je pense plutôt à juste titre, que demain, le client, lorsqu'il sera habitué à l'utilisation de sa plateforme agréée, prendra l'habitude assez rapide de faire ses règlements via la plateforme agréée, parce que c'est vrai que si tu as tes factures fournisseurs et que tu peux les payer en un clic, ça simplifie la vie à l'entrepreneur de manière très importante. Et donc, elle voit un vrai risque que les logiciels comptables qui, eux, développent leurs propres solutions bancaires, alors peut-être hybrides, mais commencent à capter des flux qui ne passeront plus par les banques traditionnelles. Donc, effectivement, quand je dis guerre, c'est pas, voilà, je vous appelle pas à prendre les armes, hein, attention, hein, on reste calme. Mais il faut quand même avoir conscience qu'il y a un enjeu qui dépasse largement celui des experts comptables, qui est l'enjeu bancaire, sur lequel, évidemment, on ne peut pas non plus être en confrontation, mais sur lequel il faut être prudent, parce qu'il faut trouver des plateformes agréées qui soient intégrées à la comptabilité. Ça, c'est vraiment mon mot d'ordre, et c'est ce que je vais vous répéter pendant 1 an. Et effectivement, c'est le deuxième point. Donc, il y a un enjeu de communication pour capter ces flux de factures électroniques et il y a un enjeu d'interopérabilité avec le logiciel de production. Si on revient sur le schéma, sur la cartographie, donc c'est le deuxième enjeu important. Quelles actions concrètes on peut mener sur ce sujet de l'interopérabilité ? Il y a plusieurs possibilités. Si on veut quelque chose d'interopérable, on peut avoir l'éditeur du logiciel de pré-compta ou du logiciel de compta qui, par définition, va faire une plateforme qui est interopérable avec son logiciel. Mais il y a aussi des plateformes qui ne sont pas issues de votre éditeur de logiciel de production qui proposent des interconnexions. Donc l'idée n'est pas de dire vous devez absolument choisir la plateforme de votre logiciel de production. Pourquoi pas, ça peut être un bon choix. Mais ce n'est pas la seule plateforme qui sera interopérable avec votre outil. Il existe des plateformes sur le marché qui sont agnostiques en termes de plateforme et qui vont se connecter chez plusieurs éditeurs de logiciels de production. Il y a une question de Jean-Christophe qui nous dit est-ce qu'il sera possible pour un client d'avoir 2 plateformes agréées, la sienne et la nôtre, donc celle du cabinet comptable? Alors c'est une très bonne question qu'on va détailler tout à l'heure lorsqu'on va parler des ventes. Cette possibilité, elle permet de résoudre éventuellement le problème du client qui serait très attaché à son logiciel de facturation. Donc qui sur les ventes ne serait pas prêt à changer ses habitudes. On va voir tout à l'heure que ça peut être une stratégie pour lui permettre de conserver son logiciel de facturation et de récupérer sur les achats les factures. Donc on pourrait dans ce cas-là avoir 2 plateformes. Mais je vais le détailler tout à l'heure. Donc là-dessus, il y a des actions à mener. Examiner les plateformes pour vous assurer de choisir une plateforme qui est interopérable avec votre logiciel de production. Ça veut dire concrètement interopérable, une plateforme qui va faire redescendre des factures dans le logiciel, qui va être capable de les analyser et de vous suggérer des écritures, des propositions d'écriture. Hein. C'est ça tout simplement. Donc, excuse-moi, vas-y. Parce que c'est une des questions sur le chat. L'interopérabilité telle qu'elle est prévue dans le cahier des charges, c'est entre plateformes agréées. C'est-à-dire pour que la facture aille d'une plateforme agréée d'émission à une plateforme agréée de réception. C'est ça qui est, entre guillemets, harmonisé, quoi. Ouais. Il y a un même canal pour tout le monde. En revanche, une fois que tu ailles sur la plateforme agréée, le départ vers une solution comptable, là, il n'y a absolument aucune règle. Exactement. Donc, l'interopérabilité se limite uniquement à cet univers des 110 plateformes agréées. Et là, il y a un vrai malentendu parfois là-dessus. Tu fais bien de le dire parce que souvent, c'est compris comme, de toute façon, il y a un format FactureX qui est unique, donc je pourrais de toute façon le brancher sur mon logiciel.
Pas forcément, ça sera du FactureX, et peut-être que ça sera du FactureX sur un extranet sur lequel je vais devoir me connecter à la main, télécharger les factures pour les récupérer et les importer à la main dans mon logiciel de compta. Donc je ne vais pas forcément gagner du temps que ça si je néglige ce choix. Voilà. Donc le flux de factures électroniques, effectivement, ça va être une part importante des flux de factures d'achat de vos clients dans les années à venir. Pour autant, encore une fois, j'insiste bien, ça ne va pas être magique. On ne va pas tous se réveiller le 1er septembre 2026 avec des gains de productivité sur la comptabilité, des factures qui vont tomber et des écritures qui vont arriver dans le logiciel de comptabilité. Il y a des choses à faire pour arriver à ce stade-là, notamment en termes de communication pour conserver les flux et en termes de choix de plateforme pour prendre une plateforme qui est interopérable avec le logiciel de production. Sur les achats, si on continue à se projeter dans l'avenir, parce que là on est concentré sur la préparation, mais quels que soient les choix qu'on est amené à faire en termes de plateforme, il y a une question qui va se poser assez rapidement, c'est le flux de prospects et de clients qui aujourd'hui n'ont pas de plateforme, mais qui demain vont arriver avec une plateforme qu'ils auront déjà choisie et sur laquelle ils auront aussi leurs habitudes. Donc demain, si on veut garder ces gains de productivité sur des nouveaux clients, il va falloir réfléchir à sa stratégie. Est-ce que je vais imposer une plateforme, ce qui ne sera pas toujours facile, ni même possible contractuellement, selon le choix. Est-ce que je vais m'adapter à toutes les plateformes qui vont arriver? Est-ce que je vais définir des règles ou refuser certains clients? Voilà, c'est autant de questions à se poser. Ça peut être difficile d'apporter une réponse aujourd'hui, mais en tout cas, il faut être conscient que ce sujet va se poser demain. Donc, c'est difficile. Et si tu décides d'avoir plusieurs solutions, est-ce que je spécialise les équipes? Est-ce que je dis sur le tel écosystème, tel logiciel, j'ai une équipe dédiée, sur tel logiciel, j'ai une autre équipe dédiée? Ça a des vraies implications organisationnelles derrière. Et ça montre aussi qu'on peut difficilement être hyper, j'allais dire dogmatique, c'est peut-être pas le mot, mais on peut pas se dire moi c'est une plateforme ou rien. Parce que même si aujourd'hui on a une seule plateforme, demain forcément le flux de nouveaux clients va faire que ça va changer. Autre point dont par définition on a peu parlé jusqu'à maintenant, parce qu'on était centré sur la préparation à la facture électronique, mais si, comme disait Gilles tout à l'heure, on prend un peu de hauteur sur le sujet, il y aura aussi des flux qui vont rester hors facture électronique. Des flux de facturation, d'achat, puisqu'on est sur les achats, qui vont rester hors facture électronique. Donc si on revient sur la cartographie des flux, on a parlé des flux facture électronique, on va avoir des flux qui vont rester en dehors du champ. Quels vont être ces flux-là? Essentiellement, tout ce qui est ticket de caisse, les factures internationales. Ces flux-là seront hors du champ parce que tout ce qui est petit ticket, ticket d'autoroute, ticket de restaurant en dessous du seuil de 150 €, tout ça, il n'y a pas de facture électronique. Donc je vais continuer à les récupérer papier. Les factures internationales, les entreprises internationales, mes fournisseurs internationaux ne sont pas soumis à la réforme. Donc eux, ils continuent à m'envoyer les factures comme aujourd'hui. Je dis papier, mais papier, PDF, en fait, quel que soit le format. Mais en tout cas, pas via une plateforme. Et selon certaines estimations, lorsqu'on discute avec certains éditeurs de la profession qui voient passer les flux de factures aujourd'hui, ils estiment qu'on est entre 20 et 30% des flux qui ne vont pas transiter par les plateformes de facture électronique. Et sur certains dossiers, je prends un dossier de consultant ou d'indépendant, beaucoup plus. Je vais le dire. Ouais, le consultant qui est tout seul dans sa SASU, qui fait une facture de vente par mois à son client unique et qui en fait ne passe que des restos dans sa compta, il est quasiment à 100% de flux en réforme. En réforme. Donc là aussi, il ne faut pas non plus imaginer la réforme de la facture électronique comme le Big Bang qui va tout changer de façon automatique. Ça va changer beaucoup de choses, c'est certain, on l'a déjà répété, mais il y a une part qui va rester en dehors de la facture électronique, entre 20 et 30% des flux. Et ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au sein des cabinets? Ça veut dire que les solutions de reconnaissance automatique, prise de photos que vous avez sans doute déjà au sein de vos cabinets, elles vont garder une utilité sur les achats. Donc la facture électronique ne va pas faire qu'on va se séparer de ces solutions. Et on va en avoir, j'allais dire, encore plus besoin, parce que ça aura encore moins de sens d'avoir du flux papier si on a 80% des flux qui sont électroniques. Donc la reconnaissance de caractère va être encore très importante après la réforme de la facture électronique. Après et pendant.
Non, c'est bon, je vois qu'il y a beaucoup de textes. Oui, Non. pour prendre 2-3 questions, alors il y a Virginie qui nous demande s'il existe un comparatif entre les plateformes agréées et les cas d'usage qu'elles traitent, ainsi que les options. C'est une bonne question. Le document qui s'en rapproche le plus, c'est celui qui a été établi par le Conseil national de l'ordre, des experts comptables évidemment, que tu peux récupérer sur l'espace privé. Il n'est pas exhaustif, hein. Je ne crois pas naturellement qu'il traite les 110 ou 116 plateformes agréées, mais tu as un début de travail qui est quand même un gros travail, hein, qu'ils ont fait là-dessus, où effectivement, plateforme agréée par plateforme agréée, tu vois les options qu'elle propose. Donc c'est ce qui va se rapprocher le plus de ta demande, Virginie. Toujours sur ces problématiques de choix de plateforme agréée, il y a Claude qui nous demande, donc si le client a une plateforme agréée, il a pris la plateforme agréée de sa banque, et que moi, je lui colle aussi ma plateforme agréée, je ne résous pas la réception des factures. Alors en fait, je pense que ça, c'est lié au fait qu'on a dit qu'une entreprise pouvait avoir 2 plateformes de réception. Ouais, Mais 2 plateformes de réception avec 2 adresses différentes. D'accord ? Donc une facture n'arrivera pas sur les 2 plateformes agréées, la tienne et celle de la banque. Il y aura 2 adresses différentes et donc ce sera soit chez la banque, soit la tienne. Il n'y aura pas une duplication automatique entre les 2. Alors, mais j'avais évoqué le cas d'une plateforme d'émission, une plateforme de réception. Lorsque j'ai parlé de 2 plateformes, c'était ce cas-là que je décrivais. C'est dans ce sens-là, voilà, qu'on va détailler tout à l'heure, mais c'est dans ce sens-là que j'évoquais la question des 2 plateformes. Une émission, une réception. Il y a David qui nous dit, alors bonjour, je vais mettre mes lunettes. Bonjour, je ne comprends pas comment on peut mettre en place une réforme qui s'appliquera à tous le jour de sa disponibilité technique, sans aucun temps long de préparation. Alors, déjà, pour répondre à cette première partie, les tests vont quand même démarrer. Il y aura la possibilité de commencer à utiliser les plateformes avant le 1er septembre 2026. Je n'ai plus la date, je crois que c'est mars, je ne vais pas dire de bêtises. Je ne l'ai plus exactement là, mais oui, courant 2026, on pourra tester avant le 1er septembre, bien sûr. Voilà, donc ça va être. Là, les plateformes sont en train de se tester, elles ont jusqu'au 14 janvier pour le faire, pour valider les tests, pour être définitivement agréées. Après, elles ont 2 mois, je crois, pour corriger les éventuels doutes à lever qu'il y aurait. Et alors, je ne sais plus si c'est mars ou avril, mais à partir de cette période-là, et d'ailleurs, l'administration fiscale attend avec impatience cette période-là, on pourra tester les flux. En conditions réelles, hein. C'est-à-dire que ça sera opérationnel et on pourra faire des échanges de factures avant l'entrée en vigueur de la réforme. De manière volontaire. Exactement. Voilà. Donc après, David compare ça au guichet unique. Bon, on espère que ça se passera mieux. C'est dans l'intérêt de tout le monde, en tout cas. Ouais. Voilà, Mickaël nous précise que le document qu'on a évoqué du CNO s'appelle « Bien choisir sa plateforme agréée ». Oui, c'est un fichier PDF que vous pouvez télécharger sur l'espace privé du CNO et vous avez un comparatif. Alors, principale plateforme. Maryse nous dit « J'avais compris que pour les facturettes, il y aurait une intégration dans la plateforme agréée ». Alors, ça dépend. Par exemple, sur les restos, en dessous de 150 €, il n'y a pas d'obligation à être dans le e-invoicing, donc ça restera une facturette intégrée à part. Si tu dépasses les 150 €, là, effectivement, ça arrive dans ta plateforme agréée. Et puis, il y a certaines facturettes qui seront hors champ, et notamment tout ce qui est lié aux automates, qui, elles, ne seront pas dans le champ, quelle que soit la qualité du client. Ça, on peut juste pour le repréciser pour que tout le monde soit bien raccord là-dessus. Donc, c'est pas une société d'autoroute qui émet un ticket de péage. Vous récupérez le ticket de péage en tant qu'entreprise. Techniquement, du point de vue facture électronique, c'est un assujetti TVA qui fait une transaction avec un non assujetti, puisque je n'ai pas de moyen de m'identifier comme professionnel quand je récupère mon ticket de péage. Donc c'est un assujetti avec un non assujetti au regard de la facture électronique. Donc je suis dans du e-reporting pour la société d'autoroute qui va devoir déclarer une transaction avec un particulier de son point de vue. Du point de vue de l'entreprise, j'ai un ticket de péage que je vais passer dans ma compta comme auparavant, donc au format papier où je vais le prendre en photo avec mon application. D'où l'intérêt aussi sur tout ce type de dépenses de faire basculer vos clients sur des solutions type télépéage, carte, etc. Parce que là, pour le coup, du télépéage, c'est une facture entre 2 assujettis, et donc ça va arriver directement via la plateforme, et donc je vais avoir une proposition d'écriture directement dans mon logiciel de compta,
si j'ai fait les bons choix. Et donc, je gagne du temps. Donc, tout ce que vous allez pouvoir faire basculer sur ce type de solution, ça va directement vous faire gagner du temps. Donc on nous demande de bien préciser le seuil de 150 €. Ah, c'est ouais. vrai qu'on l'avait évoqué dans un, Ouais. un expert de la facture. Donc pour les restaurants, et c'est uniquement les restaurants, hein, ça ne concerne pas tous les commerces en général, c'est pour les restaurants. Dès lors que le coût du repas est inférieur à 150 € de mémoire hors taxe, il n'y aura pas d'obligation de le faire en invoicing. Donc tu pourras récupérer ton ticket de resto classique et le scanner. Et donc pour le restaurateur, ce sera du e-reporting et pas du e-invoicing. Et je le rappelle, ce seuil, en fait, il existe déjà. C'est-à-dire que ce n'est pas une nouveauté. Aujourd'hui, un restaurateur, quand tu vas consommer chez lui, si tu es en dessous de 150 €, il n'a pas l'obligation de te faire une facture. Voilà, ce seuil existe déjà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'a pas d'incidence réelle, parce que tu sois au-dessus ou en dessous, tu récupères le ticket et tu ne demandes pas une facture formelle, etc. Mais demain, il sera beaucoup plus concret par cette problématique de choix entre invoicing ou e-reporting. En fait, le choix, c'est quoi? C'est qu'au moment d'aller payer, tu vas donner ton sirène. Hein. Ça va être ça la différence, hein, concrètement. Hein. Enfin, tu vas le donner ou tu vas le renseigner ou il y aura un QR code, enfin, je ne sais pas, mais ce sera ça le discriminant. Et là-dessus, il y a un numéro des experts de la facture. Si vous voulez creuser ce sujet des restaurateurs, donc sur la chaîne YouTube de l'Ordre de Paris, vous retrouvez le replay des experts de la facture, 30 ou 45 minutes sur cette thématique spécifique des restaurants et du traitement des restaurants. Il y a Emmanuel qui nous dit, donc quand on a évoqué les tests, elle nous dit, puisque c'est Emmanuel il n'y aura pas beaucoup de temps pour faire ces tests entre mars et septembre, et notamment pour tester les outils et du coup conseiller efficacement nos clients. Alors, je crois que on va bien repositionner les choses. Quand on parle de plateforme agréée, on a tendance à assimiler ça avec la partie interface client. En fait, la plateforme agréée, c'est finalement un tuyau. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment visible pour les utilisateurs, et c'est ça qu'ils sont en train de construire, de vérifier que tout soit bien interopérable, mais c'est quelque chose de pas forcément concret, d'accord ? Les interfaces clients, qu'on appelle par assimilation plateforme agréée, en fait, c'est ce qu'on appelle les solutions compatibles, donc des interfaces clients. Ça, elles existent déjà. C'est-à-dire que tous les éditeurs que vous connaissez proposent des interfaces de gestion des achats, alors qu'ils ne sont peut-être pas alimentés par des flux électroniques, mais qui demain le seront grâce aux plateformes agréées. Donc vous pouvez d'ores et déjà tester. C'est ce que nous, on fait au cabinet, c'est ce qu'on invite nos clients à faire. Tester des solutions, donc ce qu'on appelle les solutions compatibles, c'est concrètement des modules de gestion des achats. D'accord ? Ça, vous pouvez déjà les tester, voir les possibilités qui sont offertes. Et lorsque demain, elles seront connectées à ce fameux tuyau de plateforme agréée, elles seront alimentées par des factures électroniques. C'est la seule chose qui va changer. D'accord ? Elles ne vont pas être révolutionnées outre mesure. Donc vous pouvez déjà tester les solutions. Vous pouvez déjà tester les solutions. Avant même que l'alimentation se fasse par ce réseau des plateformes agréées. Ils sont chauds sur les questions. Je peux, comme tu veux. Bah, vas-y, poursuis comme ça. Comme ça, je vais faire un peu de filtre. Isothermique, on est bien. Je poursuis sur les achats. Donc, si je continue la photo post-facture électronique, donc des factures qui vont tomber dans la plateforme connectée à l'outil de production du cabinet si on a fait le bon choix de plateforme et si on a informé ses clients suffisamment tôt que c'était le choix judicieux. Des factures qui vont rester, enfin des pièces qui vont rester hors champ de la facture électronique, qui va continuer à falloir à traiter manuellement, sauf si on dispose d'une solution de reconnaissance automatique qui aura encore plus de sens demain si on va avoir des flux 100% numériques. Et il y a aussi, on le voit donc sur la cartographie, une nouvelle obligation, c'est pour ça qu'on l'a mis en couleur, mais il y a quelque chose de nouveau, c'est le e-reporting sur les achats. Donc on n'a pas qu'un changement sur des traitements de flux existants, traiter les achats différemment parce qu'ils arrivent sur une plateforme, on a aussi une nouvelle obligation. C'est-à-dire que dans certains cas, il va falloir faire une déclaration de e-reporting sur certains types d'achats. Donc dans quel cas est-ce qu'on devra gérer ça ? On devra gérer ça sur les acquisitions intracommunautaires de biens et marchandises, sur certains cas d'autoliquidation, et sur l'achat de prestations de services au sein de l'UE ou hors UE. En gros, ce qui n'est pas là, c'est les achats de marchandises hors UE, donc importation de marchandises, parce que là, la question de la taxe est gérée au moment de la détaxe, en fait, d'un point de vue douanier. Donc, ce n'est pas géré au sein de la facture électronique. Pour tout le reste, on se rappelle bien, la logique de la réforme de la facture électronique, c'est une logique TVA. Donc, ce type d'information, il faut qu'elle soit sur une déclaration TVA. Donc, l'administration a besoin d'avoir l'information. Donc, il y a
une nouvelle tâche qui n'existe pas aujourd'hui, qui est de faire ce e-reporting sur les achats. C'est différent des deux premiers cas, facture électronique et facture hors champ de la réforme, où là c'est de l'adaptation de processus existants. Le e-reporting sur les achats, personne ne le fait à l'heure actuelle. On met un montant sur une déclaration, mais il n'y a pas cette phase d'e-reporting. Donc ça, concrètement, il y a deux actions à mener. C'est déjà de bien avoir en tête les cas, mais de former ses équipes et d'informer ses clients, et surtout de définir le partage de responsabilités sur cette nouvelle tâche qui actuellement n'est faite ni par l'un ni par l'autre. Donc il faut clarifier avec ses clients qui va se charger de cette tâche-là. Voilà, le e-reporting sur les achats, on parle beaucoup du e-reporting sur les ventes, assez peu du e-reporting sur les achats, mais il ne faut pas zapper cette obligation. D'ailleurs, parce qu'il y a eu une réflexion. Ouais. Tout à l'heure, on a dit, donc je pense que c'est quand on parlait des restaurateurs et du seuil de 150 €. Ouais. Donc on a dit, on estime qu'il y a à peu près 30% des flux qui seront hors réforme, et notamment les restaurants à moins de 150 €, pour faire simple. Et donc, tu as un confrère qui dit non, c'est pas hors réforme, c'est dans le e-reporting. Ah oui. Mais ça dépend. C'est-à-dire que si tu te positionnes côté vendeur, donc côté restaurateur, effectivement, tu restes dans la réforme, il faut le déclarer dans le e-reporting, dans tes ventes. Par contre, côté acheteur, tu es bien hors réforme. C'est-à-dire que côté acheteur, tu n'intègres pas le e-reporting de ton fournisseur. Donc, côté acheteur, tu vas avoir une facture comme avant. C'est pour ça qu'on dit depuis tout à l'heure que c'est hors réforme. Donc, c'est hors réforme côté acheteur. Effectivement, pas côté vendeur. Oui, côté acheteur, si j'ai un ticket de restaurant, j'ai aucune obligation au regard de la facture électronique. J'ai un ticket papier que je vais mettre dans mon compta et j'ai rien de spécial à faire. Côté vendeur, effectivement, c'est du e-reporting. Mais c'est bien de le préciser. Elle est quelque part dans la réforme, effectivement. Donc, si on récapitule sur la partie achat, si je prends un peu de hauteur sur la cartographie, les sujets à actionner ou à bien voir en tête, c'est premièrement d'être au clair sur qui est concerné sur la réception de factures électroniques. Ça paraît peut-être simple, mais on l'a déjà évoqué, mais il faut quand même bien creuser. Je vous invite à vous reporter à cette infographie du CNO qui clarifie bien qui est dans le champ, pas dans le champ, en émission ou en réception. Donc faites bien attention parce qu'il y a tout un tas de personnes ou de clients qui vont être dans le champ en réception et qu'on peut oublier si on fait un export de sa liste de clients. Je pense au SCI, je pense aux loueurs en meublé, je pense aux médecins conventionnés qui font une activité 100% exonérée. Tous ces gens-là vont être soumis à la réforme en réception. Donc leurs achats vont tomber sur une plateforme de facture électronique. Donc tous les enjeux de communication, d'inscription, etc., ils s'appliquent aussi à vos dossiers SCI, à vos dossiers loueurs en meublé. Il faut aussi faire ce travail auprès de ces clients-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les factures qui seront dans le champ de la réforme. Côté acheteur, donc pour reprendre la précision. Là-dessus, j'insiste, ce n'est pas une baguette magique, c'est quelque chose qui va vous faire gagner du temps à condition de mettre en place certaines actions. Actions de communication en amont pour convaincre vos clients de faire le bon choix de plateforme et actions, même avant la communication d'ailleurs, actions de choix de plateforme avec une interopérabilité avec votre logiciel de production. Donc pas se tromper sur ce sujet-là. Et en termes de réflexion, clarifier ce qu'on va faire, mettre ce choix dans un contexte dynamique. Pas se dire, moi j'ai qu'une plateforme, c'est 100% de mes clients et ça sera toujours comme ça. Ça ne pourra pas être toujours comme ça. Donc il faut déjà se préparer à devoir gérer plusieurs plateformes. Pensez aussi à la gestion des flux hors facture électronique. Alors, comme la question l'a précisé tout à l'heure, je le précise, hors facture électronique côté acheteur, effectivement, avec tous ces flux de factures qu'il va falloir gérer autrement. Et donc, si on veut du 100% numérique, il faudra une solution de reconnaissance de caractère. Et ne pas oublier dans le lot de se poser la question du e-reporting sur les achats. C'est des données, il n'y a pas de surprise sur les données à remonter, c'est des données qui sont portées sur les déclarations de TVA, donc les réflexes, ils existent au sein de vos cabinets, mais par contre la tâche de faire cette remontée d'informations, il ne faut pas l'oublier, et surtout il faut bien clarifier qui va se charger de ça entre le client et vous.
Voilà ce qu'on peut dire sur la partie achat. Je ne sais pas si tu veux... Ouais, alors il y a beaucoup de questions. Ouais. Enfin, il y a des questions sur le e-reporting des achats, Ouais. où en fait, bon, certains en découvrent visiblement l'existence. Donc je le dis parce que la question a été posée, ça n'est pas une nouveauté. Hein, Ah non. le e-reporting, c'est à la fois les ventes B2C, donc celles qui n'ont pas fait l'objet d'une facture électronique, mais c'est aussi effectivement les achats en gros internationaux. Exactement. Pour faire simple. Et donc ça me permet de rebondir sur une autre question. Et donc non, dans le e-reporting des achats, on ne met pas les tickets de caisse. Non. C'est la partie e-reporting achat, c'est en gros les achats internationaux. Oui. Intracom, voilà, et de toute façon, tu as mis la liste. Hein. Ouais, de toute façon, le principe, c'est de se dire il y a tout un tas d'émetteurs de factures qui sont internationaux, donc qui par définition ne sont pas soumis à la loi française qui oblige toutes ces obligations de reporting en termes de facture électronique. Donc eux, on ne peut pas les contraindre à déclarer leurs ventes. Donc forcément, cette information, ça repose sur l'acheteur français qui, lui, doit déclarer ses achats internationaux. Ce qui n'est pas dans le champ du... Donc oui, on peut le dire comme ça, c'est des achats internationaux, sauf les achats de marchandises hors UE. C'est la seule chose qui n'est pas dans les reporting des achats. Et d'ailleurs, du coup, Sandrine pose la question, pourquoi Pourquoi ? Parce que c'est douanier, en fait. C'est-à-dire que les importations de marchandises, c'est géré au niveau des taxes au nombre. Enfin, c'est géré au niveau de la douane. Et c'est à ce moment-là que se fait l'information. Et d'ailleurs, c'est déjà pré-rempli. Du coup, sur les CSROF, c'est ce qui nous a mis le bazar là depuis quelques années. Donc, ils n'ont pas besoin de collecter l'information puisqu'ils l'ont auprès des entreprises, puisqu'ils l'ont déjà auprès des douanes. Je me suis posé cette question, Sandrine, et c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé modestement. C'est qu'ils n'avaient pas besoin de la collecter auprès des assujettis. Dis-moi si. Ouais, bon, on nous demande. Alors, il y a Marcia, avec qui j'ai discuté il y a quelques jours, qui nous demande si le e-reporting des achats sera automatisé avec les plateformes agréées. Ouais, voilà. Alors ça, cette question, c'est toujours la même question. C'est là où il va falloir aller questionner vos éditeurs pour voir la façon dont ils ont prévu de gérer ces choses-là. L'interconnexion avec vos logiciels comptables, toute cette question d'automatisation et d'interface, c'est précisément là-dessus qu'il faut aller voir vos éditeurs pour leur poser ce type de questions précises. Comment ça va se passer concrètement ? Est-ce que ça va remonter ? Est-ce que je dois avoir 2 clics à faire ou est-ce qu'il va falloir ressaisir à la main ? C'est des questions à voir avec eux. D'autant que ces achats ne vont pas tomber sur la plateforme. Enfin, c'est justement pour ça qu'il faut faire un reporting. Hein. Donc, ils pourraient tout à fait ne pas du tout passer dans la plateforme d'ailleurs. Tu pourrais les comptabiliser en direct parce que ce n'est pas des factures électroniques. Alors voilà, effectivement, s'il y a du reporting sur les achats, c'est justement parce qu'elles ne tombent pas sur les plateformes, parce qu'elles viennent de fournisseurs étrangers. Donc par définition, elles ne peuvent pas arriver sur la plateforme. Donc après, est-ce qu'on peut avoir des fonctionnalités qui vont aller se brancher quelque part et permettre de faire du reporting à partir... On peut imaginer plein de choses, mais là on est dans le champ du facultatif et de la bonne volonté de l'éditeur qui va vouloir faire une interface sympa. Absolument. Et on nous pose la date sur ce e-reporting achat. Est-ce qu'il est obligatoire à partir de septembre 26 le e-reporting, c'est donc plutôt sur la partie 27 pour les TPE, PME, je passe les grands groupes, machin, etc. Donc c'est d'ailleurs, je crois que quelqu'un a précisé derrière que c'était effectivement septembre 27, sauf grands groupes. On peut les prendre dans le flux. Je continue. Ok. Donc sur la partie, on va passer maintenant à la partie vente. Et si on fait ce même travail de vision d'ensemble des flux pendant la facture électronique et après la facture électronique sur les ventes, qu'est-ce qu'on y trouve ? Bon alors, on fait le même travail. De la même façon, qui est concerné ? Si je regarde le champ, je reprends toujours cette infographie qui me sert de base. Hop là, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi elle saute si je zoome trop. Pareil, je ne vais pas la commenter dans le détail, on l'a fait, vous avez les replays lors des précédentes sessions, dans lesquelles on a passé pas mal de temps là-dessus. Il y avait eu aussi beaucoup de questions. Qui est concerné par l'émission ? Là, je vais avoir le champ de tout ce qui vont être redevables. Donc, les SCI, les loueurs en meublé, les médecins exonérés dont je parlais tout à l'heure, eux, ça sera uniquement en réception. Il n'y aura pas d'émission de facture à faire. Par contre, un assujetti redevable, lui, va être concerné par l'émission de facture. Il y a aussi la question du calendrier. Donc, quand est-ce qu'il va être concerné ? Vous avez, je pense, bien le calendrier en tête. On est sur les grandes entreprises en 2026 et sur les TPE-PME, ça sera sur 2027.
Donc, le champ, c'est celui-là. C'est à la fois le champ pour le e-invoicing, c'est-à-dire l'émission de factures électroniques, et c'est aussi le champ et le calendrier pour le e-reporting. Je reprends l'exemple du plombier. Le plombier qui facture à la fois des professionnels et des particuliers, il est soumis à 2 obligations. Une obligation de e-invoicing, c'est-à-dire qu'il doit transmettre les factures vers les professionnels via une plateforme. Par contre, tout ce qui est facturation vers les particuliers, il continue à émettre des factures, mais il ne les envoie pas via la plateforme. Et donc, il fait du e-reporting pour cette partie-là de son chiffre d'affaires. C'était l'exemple qu'on avait déjà pris, mais qui permet de bien comprendre. Donc là, pareil, si je poursuis ma réflexion sur les flux de factures électroniques sur les ventes, il y a un point d'alerte, c'est peut-être les habitudes du client en matière de facturation. Contrairement aux achats, où là, il y a peut-être moins d'habitude de centralisation des achats, sur les ventes, il y a quand même plus de clients qui ont un logiciel, déjà parfois un logiciel métier, et qui ne vont pas forcément vouloir aller sur le logiciel que vous avez déterminé et qui est compatible avec votre logiciel de production. Il y a des secteurs, je pense au bâtiment, où ils ne vont pas aller sur un logiciel générique parce qu'ils ont déjà des logiciels métiers qui leur vont très bien. Donc là, le point d'alerte, c'est peut-être de ne pas casser ces habitudes-là. Quelqu'un qui a dans le bâtiment un logiciel, je pense à Batigest par exemple, il y a peu de chances qu'il passe sur un logiciel générique de votre éditeur de compta. Donc dans ce cas-là, on revient à la question de tout à l'heure sur les doubles plateformes. Un client qui est déjà équipé de logiciels et qui ne veut pas en changer ou qu'on n'a pas intérêt à faire changer de logiciel, c'est peut-être là qu'on peut réfléchir à avoir 2 plateformes. Une plateforme d'émission et une plateforme de réception. Et donc de dire à son client, je ne change pas tes habitudes pour l'émission des factures. Tu gardes ton logiciel et tu vas prendre la plateforme qui te va bien et qui est connectée à ton logiciel de facturation. Donc tu ne changes pas tes habitudes. Par contre, sur les achats, prends la plateforme qui est connectée à mon logiciel de production pour que je collecte en flux tous les achats. Et si j'ai juste les ventes à extraire pour les récupérer, on limite la casse, on va dire. Dans la fameuse table ronde que je citais tout à l'heure, l'éditeur qui intervenait en l'occurrence c'était Penny Lane, ça aurait pu en être un autre, faisait la même remarque que toi. Il disait évidemment nous en tant qu'éditeur on va plutôt militer pour que les clients prennent notre solution de facturation, d'émission. Mais il y a des spécificités métiers qu'on n'adresse pas forcément. Il a cité le bâtiment, okay. Il avait cité d'autres secteurs peut-être plus artistiques, j'avoue que je n'ai pas retenu. Et en fait, ils expliquaient que sur ces secteurs-là, ils misaient plutôt sur le fait de dire gardez vos solutions métiers, type Batigest, que je ne connais pas mais qui doit être très bien parce que chaque fois on le cite. Gardez vos solutions métiers parce qu'ils ne veulent pas créer d'insatisfaction à l'utilisation de leur propre solution si elle n'est pas adaptée au métier. Et donc pour eux l'enjeu en tant qu'éditeur c'est d'aller choper la donnée pour éviter d'aller faire des exports, imports, etc. et qu'il y ait des API développées entre par exemple un Batigest et Penny Lane. Je ne sais pas si elle exige cette API mais c'est un exemple. Voilà. Donc même les éditeurs sur certains secteurs très spécifiques ont intégré le fait qu'il y aurait forcément 2 plateformes différentes. Oui, tout à fait. Et après il y aura ce travail, mais encore une fois qui n'est pas obligatoire, d'aller se brancher sur des logiciels de facturation. Donc ça veut dire qu'il faut avoir sans doute au moins une double stratégie pour des clients qui n'ont pas de logiciel à l'heure actuelle, qui font des factures sous Word, Excel, etc. Avoir un logiciel de facturation recommandé au sein du cabinet compatible avec votre logiciel de comptable de production pour les équiper de celui-là parce que c'est le cas idéal. Ils vont s'équiper du logiciel qui va remonter automatiquement les factures de vente dans votre logiciel de prod. Mais avoir un plan B pour les clients qui ont déjà leur logiciel, ne pas faire du forcing parce qu'au final, un client qui délaisserait une solution métier hyper adaptée à ses besoins spécifiques et qui viendrait sur une solution générique, il y a fort à parier qu'à la fin, il ne soit pas forcément content du changement. Donc, personne n'y gagnerait, il gagnera à la fin. Il y a le cas du bâtiment, je crois que la dernière fois, tu avais cité la pharmacie. Oui, bien sûr. Qui est aussi très, très spécifique, avec des besoins particuliers. On ne va pas les équiper d'un logiciel. Oui, c'était un des exemples que Penny Lane citait d'ailleurs, en disant sur les pharmacies, il y a une solution. Alors, je ne connais pas du tout les pharmacies, mais il y a a priori vraiment une solution métier très connu et très spécifique, et donc Penny Lane ne se bagarre pas là-dessus. Ils construisent l'interopérabilité avec leur solution comptable, mais ils ne vont pas se bagarrer sur ces clients-là. Voilà. C'est bon oui.
Après, il y a beaucoup de questions sur... donc il y a Marcia qui nous dit si le logiciel de facturation des clients n'est pas plateforme agréée, est-ce que la PA du cabinet pourra récupérer les infos et les transformer en facture électronique? Alors oui, il est prévu que les plateformes puissent faire de la conversion de factures en format facture X. Ce qui était prévu, c'est que ce soit quelque chose de temporaire. Après, ça ne veut pas dire que dans le temps, les éditeurs ne vont pas maintenir cette possibilité. Donc on peut imaginer que oui, il y a cette possibilité à terme même de faire de la conversion de facture. La plupart des éditeurs de logiciels de facturation en fait, n'ont pas prévu d'être PA. Hein. Il y a 116 PA, il y a beaucoup plus de solutions de logiciels de facturation. Donc aujourd'hui, l'enjeu qu'ont ces éditeurs, j'en ai discuté avec un il n'y a pas très longtemps, c'est ils regardent les PA pour se mettre en émission. Parce qu'encore une fois, je le redis, une PA, c'est un tuyau. C'est-à-dire que la solution entre guillemets compatible que tu as en front, ça peut être, tout le monde peut développer une solution compatible sans être à plateforme agréée. Donc là, tous ceux qui ont des solutions de facturation qui ont fait le choix de ne pas investir pour devenir une plateforme agréée, sont en train de sélectionner un tuyau pour aller le mettre dans leur logiciel de facturation, de sorte que pour le client, ce soit finalement totalement neutre, enfin que la réforme soit totalement neutre d'un point de vue émission. Oui, c'est des acteurs d'ailleurs qui ont pu être bousculés par la fin du portail public de facturation, parce que souvent ce type d'acteurs avait misé sur l'ex-portail public de facturation pour pouvoir envoyer leurs factures. Le fait qu'il y a un peu plus d'un an, l'État ait annoncé qu'il n'allait pas faire ce portail public de facturation, ça a bousculé pas mal de stratégies d'éditeurs de logiciels qui effectivement sont obligés maintenant de nouer des partenariats avec des plateformes agréées s'ils veulent survivre en fait, s'ils veulent pouvoir émettre ces factures. Payant, ce qui n'était pas le cas du portail. Exactement. Donc c'était un gros changement. Donc voilà, sur cette partie facture électronique, toujours la même chose. Ça peut faire gagner du temps, ça peut automatiser, mais à condition de faire le même travail, je ne l'ai pas remis ici, mais le même travail de communication, d'explication, de choix de plateforme et de réflexion sur ces deux cas. Qu'est-ce qui se passe pour les clients qui n'ont pas de logiciel et ceux qui en ont déjà et que je ne vais pas forcément faire changer de plateforme. Donc là, le discours, c'est plutôt d'être souple, avec une approche peut-être avec deux plateformes pour éviter de casser les habitudes. Sur la facture électronique, je reviens donc sur l'infographie. On a des flux de factures qui sont dans le champ de la réforme. Est-ce que là aussi, on a des factures hors du radar? Bien oui, on a aussi des factures hors du radar du côté des ventes. Parce que j'ai les factures vers les particuliers et les factures internationales. Ces factures-là, par définition, je ne vais pas les envoyer sur une plateforme de facture électronique, puisque le destinataire n'est pas inscrit sur une plateforme de facture électronique. Que ce soit, je reprends l'exemple du plombier, le plombier qui facture un particulier, je fais venir un plombier chez moi, il ne va pas m'envoyer la facture sur une plateforme, il va continuer à me l'envoyer comme il me l'envoie aujourd'hui. Donc cette pièce, si l'expert comptable du plombier veut la récupérer, il ne peut pas compter sur l'interconnexion avec les plateformes pour récupérer cette pièce-là, puisqu'elle ne transitera pas par les plateformes. Donc il faut bien en avoir conscience, facture vers les particuliers, facture internationale. De la même façon, si je fais une facture vers un client à l'international, ce client n'est pas référencé sur l'architecture de la facture électronique française, et donc la facture ne va pas transiter par la plateforme, et je ne vais donc pas la récupérer de façon automatique dans mon logiciel de production. Donc ça veut dire que là aussi, il y a un champ de factures qu'il va falloir collecter d'une autre façon et se préparer à gérer ces flux. Et de la même façon, soit de la reprise automatique, soit de l'API, ce que tu disais, soit de la prise de photos, mais en tout cas, il faut envisager, lorsqu'on définit sa stratégie facture électronique, tout ce champ de factures-là. Quand vous regardez vos dossiers, il faut bien prendre en compte cet aspect et ne pas l'oublier. Voilà. Il ne va pas se transformer, lui non plus, par magie le 1er septembre. Là aussi, il y a une nouvelle obligation. Donc, autant la gestion des factures, le point d'alerte, c'est faire les bons choix en termes de plateforme pour capter les flux de factures électroniques. Ne pas oublier tout ce qui est hors champ de la facture électronique pour le capter de façon numérique, si c'est possible, pour que tout soit dématérialisé. Mais il y a aussi une nouvelle obligation, le e-reporting. E-reporting côté vente, donc, dont on parle beaucoup plus souvent, effectivement, qui est une nouvelle tâche. Là aussi, ce n'est pas quelque chose qui est fait à l'heure actuelle dans les cabinets. Donc il va falloir clarifier d'ici l'entrée en vigueur de la réforme
qui fait ça? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le client? Sur des dossiers en révision, je prends cet exemple-là, mais un dossier en révision, est-ce que le client a bien compris qu'il allait devoir faire du e-reporting sur certaines ventes, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté au moment de l'entrée en vigueur de la réforme? Oui. Je prends 2-3 questions. Déjà, je ne résiste pas au plaisir de partager ce mot de Marie-Laurence qui nous dit que c'est quand même du grand n'importe quoi. Le contrôle interne va en prendre un coup et un coup. Coup, C-O-U-P, coup. Bravo Marie-Laurence, je l'ai partagé. Alors, une question d'Estelle. Là, je pense qu'il y a vraiment besoin de bien clarifier parce qu'entre achat, vente, fournisseur, machin, bon, donc on va bien reclarifier. Si le but de la facturation électronique est la gestion de la TVA par l'administration fiscale, comment vont-ils voir les factures de vente hors champ de la facture électronique, par exemple les ventes aux particuliers? Bon, alors, la question elle est bien posée. Effectivement, le but de la facture électronique, c'est d'avoir une vision d'ensemble sur la TVA. Donc l'administration ne peut pas avoir un angle mort sur tout ce qui est hors facture électronique, par définition. Donc il y a deux obligations différentes. Je reviens aux fondamentaux, mais c'est pour bien clarifier. Oui, c'est important. Il y a deux obligations différentes, e-invoicing et e-reporting. Lorsque j'ai une entreprise qui est assujettie à TVA, qui est redevable de la TVA, 100% de son chiffre d'affaires va se retrouver soit dans une case, soit dans l'autre. Dans la première case, e-invoicing, je mets les transactions entre deux assujettis. Donc là, c'est des factures qui vont transiter via une plateforme vers la plateforme du client. Et tout ce qui n'est pas là-dessus, pour le dire simplement, ça va se retrouver en e-reporting. Donc les non-assujettis qui sont dans cette question, mais aussi les factures vers des entreprises étrangères, ça va être du e-reporting, puisque ça ne peut pas être du e-invoicing, par définition. Donc l'administration, elle n'aura pas d'angle mort. Elle verra la totalité du chiffre d'affaires des assujettis redevables de la TVA. Tu vois, Jean-Christophe, donc on va rebondir aussi sur sa remarque, parce que je pense qu'elle va nous permettre de bien clarifier. Jean-Christophe dit, au final, j'ai l'impression que la réforme de la facturation électronique concerne uniquement le e-invoicing. Bon, alors, si j'ai donné cette impression. Côté vendeur, non, parce que côté vendeur, soit tu es e-invoicing, soit tu es e-reporting, mais dans les deux cas, tu es dans le champ de la réforme. Côté achat, on peut avoir une réponse un peu plus nuancée, mais effectivement, ce qui transitera automatiquement via ta plateforme agréée de réception seront les e-invoicing. Voilà, je ne sais pas si c'est ce que tu as voulu dire, Jean-Christophe. Si ce n'est pas le cas, reprécise bien ta pensée. Oui, parce qu'il y a deux obligations. Il y a bien deux obligations qui entrent en vigueur en même temps. Le calendrier des deux est le même. Donc on est sur 2026 et 2027. Et je reprends l'exemple du plombier. C'est pas que je n'ai pas d'attachement particulier pour cette profession, mais je trouve que ça marche bien l'exemple. J'ai deux obligations qui peuvent entrer en vigueur dans la même entreprise. Tout dépend de la transaction. Deux assujettis, e-invoicing, ou un assujetti et un non-assujetti, e-reporting. Donc l'obligation, c'est pas que du invoicing. Donc si on essaye de bien côté achat, on recevra automatiquement dans nos plateformes agréées de réception toutes les les factures électroniques émises par nos fournisseurs. On ne recevra pas automatiquement, mais on intégrera dans la comptabilité, pas forcément dans la plateforme agréée, mais dans la comptabilité, tous les achats hors champ, donc les restos à moins de 150 €, les facturettes, les factures internationales, etc. Et alors, j'allais dire, il y a une troisième catégorie d'achats qui ne transiteront pas par la plateforme agréée de réception, mais qui devront être déclarés dans le e-reporting, les achats internationaux. D'accord ? Donc si on veut faire trois gros blocs, c'est à peu près ça. Le bloc des facturettes, machin, est hors champ parce que tu n'as pas besoin de le faire passer par ta plateforme agréée, ça ne transitera pas par ta plateforme agréée, tu n'as pas besoin de les intégrer dedans et tu n'as pas besoin de les déclarer dans un e-reporting. Et donc, effectivement, il y a ces achats internationaux qui, eux, ne transiteront pas par la plateforme agréée de réception, puisque émise par un acteur international, hors France, mais que tu devras déclarer spontanément dans ton e-reporting. Pour que l'administration puisse rapprocher ça de ce qu'il y aura sur la CA3, tout simplement. Donc voilà, j'essaye de couper en trois gros morceaux. Ce côté achat, c'est ça. Je te laisse avancer. Il y a pas mal d'échanges sur le chat, sur les logiciels et machin, donc je vais les laisser débattre entre eux là-dessus. Ça marche.
Donc sur cette partie, cette nouvelle obligation, j'insiste bien parce que nouvelle obligation, ça veut dire du temps à passer par quelqu'un, soit le client, soit le cabinet. Ça veut dire aussi des collaborateurs dont le rythme va changer parce que les rythmes sont dictés souvent par les déclarations de TVA et que les délais de e-reporting ne sont pas forcément alignés sur les délais déclaratifs de TVA. Vous vous souvenez, on l'avait abordé, je pense, dans le premier épisode de la saison. Il y a des délais qui sont variables en fonction du régime de TVA. Et par exemple, quelqu'un qui est en franchise en base de TVA, il va falloir qu'il fasse du e-reporting, s'il est concerné par cette obligation, tous les 2 mois. Donc ça change la façon dont on va échanger les informations avec le client, dont on va les collecter, les fiabiliser. Et ça veut dire qu'il va falloir prévoir des tâches sur le planning des collaborateurs qui n'existent pas à l'heure actuelle. Voilà, donc c'est important de la gérer aussi en termes de charge de collaborateurs parce que ça peut faire là, quand même une sacrée différence. Les actions à mener en termes de e-reporting, ou enfin sur tout ce qu'on vient de se dire, en tout cas si je reviens sur la cartographie, de la même façon, une solution de reconnaissance peut toujours être utile parce qu'effectivement, vu que j'ai des factures de vente qui ne vont pas passer par les plateformes, si je veux pouvoir les intégrer en compta facilement, il va falloir que peut-être que je fasse de la reconnaissance de pièces. On pourra aussi, donc c'était une question, il faut aussi regarder du côté de la conversion de factures, que vont proposer les solutions en termes de conversion de format. Est-ce qu'elle va permettre à quelqu'un qui fait de l'Excel de continuer à faire de l'Excel et d'en faire un FactureX de façon automatisée? Certains éditeurs sont sur ce créneau. Ça peut être aussi un levier pour des clients qui ont des habitudes sur Excel, Word, etc., qu'on n'arrivera pas à faire changer. Pourquoi pas? Enfin, c'est une option, je ne dis pas que c'est la meilleure option, je te sens circonspect sur le sujet. Ce qui est déjà pas possible, hein. C'est peut-être ça qu'il fallait que je précise, ce qui est déjà pas possible. Mais on sait que ça existe dans la réalité. Donc les fonctions de conversion, ça peut être une façon de fiabiliser le processus. Il faut regarder du côté de l'éditeur. Ça me rappelle une citation que j'adore, c'est le changement n'est pas nécessaire à la vie, il est la vie. Ouais. C'est le message que vous devez passer à vos clients. On aurait dû l'inscrire au-dessus de nos têtes. Donc ce que ça implique aussi sur le e-reporting, en termes d'action, on l'a dit, information du client, parce que bien souvent les clients n'ont pas du tout conscience de ce type de cette obligation. Je pense notamment aux dossiers en révision, sur lesquels ils font déjà leur déclaration. Il faut bien leur expliquer qu'il va y avoir quelque chose de différent. Et je pense aussi à ceux qui sont hors du radar du cabinet en cours d'année. Je parlais de la franchise en base de TVA. Les micros peuvent ne pas du tout avoir conscience que tous les 2 mois, il va falloir remplir un document pour déclarer son chiffre d'affaires. Donc là, il y a un gros sujet d'information et aussi de responsabilité du cabinet en termes d'infos. Et de faire des factures électroniques. Parce qu'en franchise de base, tu dois faire des factures électroniques. Oui. On n'est pas sûr de... Donc voilà, il y a un gros sujet de pédagogie à faire là, auprès des clients, mais aussi un sujet de formation pour les collaborateurs en interne, pour leur expliquer cette nouvelle obligation, et peut-être un sujet d'ajustement de planning de charge pour celui qui va faire beaucoup plus d'e-reporting que l'autre. Il y a aussi un sujet que je n'ai pas noté là, mais il y a aussi un sujet de éditeur, c'est-à-dire que le e-reporting, il y a une question qui revient souvent, je ne sais pas si elle va remonter là, mais qui est comment on va le faire en pratique. Certains éditeurs commencent à montrer des interfaces. Ça vaut le coup aussi de poser la question à l'éditeur que vous envisagez pour voir concrètement à quoi ça va ressembler le e-reporting chez eux, qu'est-ce qu'ils proposent. Est-ce que ça va être intuitif, simple, ou est-ce que ça va être une tâche hyper rébarbative? Voilà sur la partie vente. Autre point nouveau, si je continue toujours sur la partie vente, dans la série des nouvelles tâches, il y en a une autre de tâche qui est nouvelle, c'est la gestion du cycle de vie de la facture. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier. La gestion des ventes dans le cadre de la facture électronique, ce n'est pas seulement une question de logiciel de facturation et de plateforme. C'est aussi une question de tâches nouvelles avec la gestion des cycles de vie des factures. On l'a évoqué très souvent, en très synthétique, on a 4 statuts obligatoires dans le cycle de vie de la facture. C'est le document de l'administration que vous avez à l'écran. Les statuts déposés et rejetés, qui sont des statuts automatiques, c'est-à-dire que c'est un peu l'équivalent d'une déclaration de TVA qui passe ou qui ne passe pas. Donc là, je n'ai pas de temps humain, sauf si ça ne passe pas, mais ce n'est pas une action manuelle. J'ai après 2 autres statuts, un statut refusé, où là on est plutôt sur ici, ah mince, pardon, hop, un petit bug d'écran. Le statut
refuser, excusez-moi, j'ai la carte mentale qui s'est refermée, on va y arriver, voilà. Voilà. Le statut refusé que vous avez en bas à droite, qui est un statut commercial. Donc c'est un désaccord sur la facture, le prix, les quantités. Je conteste la facture en question. Je dois l'indiquer sur la plateforme. Vous noterez qu'il n'y a pas de statut validé, mais de ce que je vois de la plupart des acteurs éditeurs, c'est devenu un bouton approuvé, refusé, ce qui offre un peu plus de sécurité. Mais surtout, un statut encaissé. Et donc ça veut dire que sur toutes les factures sur lesquelles on va avoir de la TVA exigible aux encaissements, donc prestation de service, mais on a aussi le sujet des acomptes, il va falloir déclarer l'encaissement de la facture par facture. Donc la gestion de la facture électronique sur les ventes ne s'arrête pas au logiciel et à la plateforme, il y a aussi ça à anticiper et à se poser la question de comment est-ce qu'on va gérer ce truc-là sur la gestion des statuts obligatoires. Les statuts, vous les avez ici. Les actions, et là, quelles actions on peut mener sur ce sujet? Toujours la question de l'expérience utilisateur. Si c'est votre client qui va le faire, quelle application on va lui mettre concrètement entre les mains pour qu'il puisse déclarer l'encaissement? Si c'est vous, est-ce qu'il y a une appli qui permet de faire par exemple du rapprochement automatique entre des flux bancaires et des ventes, et donc de vous simplifier la vie sur le statut encaissement, ou est-ce que ça va être très manuel? Ça va changer beaucoup de choses en termes de temps passé. Et donc les mêmes sujets d'information des clients et de formation des collaborateurs sur cette tâche qui n'existe pas à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a des questions, des levées de boucliers Il y a beaucoup de colère. Je tiens à dire, je ne suis pas l'auteur de la réforme de la facture électronique, je suis juste le messager. Ouais. Alors il y a beaucoup de questions. Il y a vraiment beaucoup de questions, c'est un peu compliqué de faire le tri, mais il y a eu donc tout à l'heure j'ai dit, et donc ça a été répété dans le chat, que les clients en franchise de base, donc les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, devaient faire des étaient en obligation d'émission, donc je le confirme, ils sont en obligation d'émission. L'objectif étant pour l'administration fiscale d'identifier les dépassements de seuil. D'accord, donc c'est pas totalement anodin. Donc aussi bien e-invoicing que e-reporting. Écoute, je te avance parce que je vais essayer de faire du tri. Non, je t'en prie, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien, ça permet de repartir, de refaire le tour. La question qu'on se posait, qu'on voulait poser aussi, puisque la thématique c'était analyser les flux au sein du cabinet, donc le flux des clients, mais il y a aussi la question qui se pose, c'est des flux du cabinet. Puisque le cabinet, en tant qu'entreprise assujettie à TVA, est concerné au premier chef par la réforme de la facture électronique. Donc si on applique ce qu'on vient de voir au flux d'achat et de vente du cabinet, qu'est-ce que ça donne concrètement? Ça veut dire déjà que sur les achats, vous allez recevoir, si je reviens là-dessus, des flux de factures électroniques en provenance de vos fournisseurs assujettis à TVA dès le 1er septembre 2026. Au début, concrètement, on va avoir les grandes entreprises qui sont les seules qui vont être tenues d'émettre des factures électroniques qui vont les envoyer. Donc on va recevoir les factures de gros fournisseurs, EDF, Téléphone, etc. Mais tous ceux qui voudront se mettre à la facture électronique pourront le faire entre le 1er septembre 2026 et le 1er septembre 2027. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir que EDF et Orange au 1er septembre 2026 et d'un coup au 1er septembre 2027, tous les autres acteurs qui envoient leurs factures. Le plus probable, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense, le plus probable c'est qu'il y ait quand même des TPE-PME qui, sur une base volontaire, une fois qu'elles auront été équipées d'un logiciel, qui se mettent à émettre leurs factures sur cette période-là. Et donc, on est plutôt une montée en charge progressive des flux de factures d'achat qui vont arriver par les plateformes, plutôt qu'un on-off en 2027. C'est le souhait de l'administration d'ailleurs, qui voudrait que même dès l'ouverture en libre accès, entre guillemets, en mars-avril, ça commence d'ores et déjà à ce moment-là. Et puis on ne peut que vous le conseiller, parce que si vous attendez le 1er septembre 2027 pour faire votre première facture et que ça ne marche pas, ça peut faire un peu de bruit. Donc flux de facture électronique, flux hors facture électronique, tous vos frais de déplacement, etc., ça il faudra continuer à les traiter hors plateforme, donc toujours le même raisonnement, solution de reconnaissance de caractère pour les tickets, pour pouvoir les intégrer facilement en comptabilité, et e-reporting sur les achats.
un cabinet peut être aussi concerné. Prestation de services UE ou hors UE. Dès qu'on commence à avoir quelques logiciels web, on se retrouve avec des factures UE ou hors UE. Donc cette logique de e-reporting sur les achats, elle va se poser dans la quasi-totalité des cabinets d'expertise comptable. Si je fais le même raisonnement sur la partie vente, donc sur les ventes du cabinet d'expertise comptable, alors comment est-ce que je vais être soumis? Même raisonnement, client assujetti, client non assujetti. Dans un cabinet, on a tout le temps les deux, dans la très écrasante majorité des cas, souvent les deux. Donc, je vais avoir du e-invoicing pour mes clients professionnels, avec des factures de vente qui vont partir directement sur une plateforme. Mais un cabinet d'expertise comptable va aussi avoir une masse de e-reporting à faire pour les facturations de clients particuliers, éventuellement de clients internationaux. Mais il faut s'attendre à devoir gérer les deux pour votre propre cabinet. Donc, e-reporting, gestion des achats via la plateforme, e-reporting sur les achats pour tout ce qui est international, e-reporting sur les ventes vers les particuliers internationaux et e-invoicing sur les facturations vers les clients professionnels. Donc en fait, un cabinet d'expertise comptable, ça va être un bon laboratoire de toutes ces obligations. Et si déjà vous commencez par voir comment vous allez le traiter au sein de votre cabinet, ça fait un bon exercice sur la façon de l'appliquer pour après pouvoir en parler à ses clients. Il y a 2-3 questions. Allez. Il y a Christelle qui nous dit comment faire. Alors je vais essayer de la reformuler parce que je pense qu'il y a eu. Comment faire pour inscrire un client qui n'apparaît pas dans l'annuaire? Et donc elle cite le cas du secteur de la santé. Donc effectivement, je crois qu'on l'avait évoqué au dernier atelier de la transformation. Oui. Quand vous consultez l'annuaire aujourd'hui, on constate que beaucoup de potentiels assujettis à la réforme de la facturation électronique n'apparaissent pas dans l'annuaire et donc vous ne pouvez pas leur mettre de plateforme agréée puisqu'elles ne sont pas dans l'annuaire aujourd'hui. C'était effectivement le cas des BNC médicaux qui n'étaient pas dedans, des SCI, certaines SCI, notamment les SCI non soumises à TVA. Enfin, il y avait un certain nombre d'acteurs qu'effectivement on ne retrouvait pas dans l'annuaire. On a remonté le point à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France qui effectivement confirmait qu'il y avait des trous dans la raquette pour l'instant. Et ils sont en train de regarder. Et ce qu'ils nous disaient, alors j'ai pas eu de news très récente, mais ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils allaient progressivement rajouter ces assujettis finalement dans l'annuaire. Donc c'est pas parce qu'ils n'apparaissent pas aujourd'hui qu'ils n'apparaîtront pas dans les semaines à venir. Et parce qu'évidemment la tendance c'est plutôt qu'ils y apparaissent plutôt qu'un allègement des obligations. Il y a Lionel qui vend son cabinet. Suite à ma... Je pense qu'il en a marre. Il y a Céline qui vend du Doliprane. Bon, je pense que ça c'est le e-reporting qui leur a fait mal. Ouais. Quelqu'un sait comment on peut inscrire un client dans l'annuaire? Alors, ouais. Non, vas-y. Donc, pour l'instant, ça passe par les éditeurs. Tu ne peux pas le faire en direct. Ça devrait être le cas, mais ça l'est pas encore. En tout cas, récemment, ce n'était pas le cas. Donc, tu as certains éditeurs, parce que tous ne le permettent pas encore, où en fait, tu as une manip à faire sur ton logiciel. Et donc, tu immatricules ton client via ton éditeur qui va dire, l'entreprise machin a choisi tel PA. Donc, tous ne le permettent pas aujourd'hui. Hein. Techniquement, c'est la plateforme qui fait l'inscription. Donc, on n'a pas un site sur lequel on va aller renseigner ses clients pour les inscrire. Donc, c'est la plateforme qui fait ce travail-là. Et on peut l'afficher peut-être à l'écran juste pour ceux qui... Je ne sais pas si tout le monde est au clair sur l'annuaire de la facture électronique. Vous avez en ligne sur un site officiel, si vous tapez annuaire facture électronique sur Google, vous allez le trouver, sur lequel vous pouvez d'ores et déjà aller tester les numéros cirés ou les noms de vos clients pour voir si, oui ou non, ils ont déclaré une plateforme de réception. Vous ne verrez pas le nom de la plateforme, vous verrez si, oui ou non, une inscription a été faite. C'est assez instructif si on le fait sur son portefeuille, parce que tu le disais, il y a des acteurs bancaires qui ont été plutôt agressifs sur ce terrain. Et donc, en fait, les statistiques, là, il y a quelques semaines, il y avait eu des chiffres. Les deux plus gros acteurs qui ont inscrit le plus d'entreprises sur l'annuaire, les deux plateformes, on a un éditeur de la profession, un éditeur de logiciels comptables, et une banque. Donc la guerre que tu décrivais tout à l'heure, elle se matérialise. Oui. Il y a Sandrine qui dit qu'elle n'arrive pas à consulter l'annuaire, donc on va peut-être faire un test en live. Je ne sais pas si c'est techniquement possible. Oui. Je te donne mon sirène si tu veux. Okay, ouais. 821
622 545. Et je ne sais pas si on a enregistré une PA, donc je vais le découvrir. Ah bah voilà. Donc mon cabinet, alors c'est pas pour faire de la pub pour mon cabinet, parce que je pense que vous n'êtes pas à la recherche d'un expert comptable. Vous voyez, apparaît, donc c'est Angelin, et effectivement, mon associé a visiblement déclaré une plateforme agréée. Je n'ai aucune idée de laquelle c'est. mais voilà, donc c'est un exemple. Et alors, si tu tapes le sirène d'un client type BNC médical, il est probable qu'il n'apparaisse pas, ce qui n'est pas normal, parce que les BNC médicaux sont soumis à la réforme. C'est là où il y avait la remarque d'un confrère ou d'une consoeur qui disait quand est-ce que... oui, ça va se faire. Il ne faut pas s'inquiéter, ça aurait pu être mal interprété aussi, l'absence sur l'annuaire. Certains ont traduit ça pour dire, mais en fait, donc, ça veut dire que finalement, les loueurs en meublé ou les BNC ne sont pas concernés puisqu'ils ne remontent pas sur l'annuaire. L'administration a communiqué là-dessus. Sur les réseaux sociaux, il y avait un représentant de l'administration qui est intervenu pour expliquer que non, ce n'est pas parce qu'une entreprise n'apparaît pas sur l'annuaire qu'elle n'est pas dans le champ de la réforme. Il y a juste une contrainte technique qui fait que ça prend un peu de temps. Mais ils sont en train de les intégrer. Ils sont en train de les intégrer. On a... ah mince, elle a glissé la question. Non, voilà, Anne-Marie qui nous dit « Mon client non assujetti, entre parenthèses association non lucrative, est inscrit dans l'annuaire. Est-ce normal? Peut-on demander la radiation ?» C'est intéressant. Alors, c'est très étonnant, effectivement. Alors, si tu es sûr qu'elle est non assujettie, parce qu'une association pourrait... Enfin, c'est pas parce que tu es une association que tu n'es pas assujetti à la réforme, il faut faire attention. La question, c'est est-ce que tu es assujetti ou pas à la TVA. Donc, si tu es sûr de ton coût, oui, il faut demander la radiation. Et si jamais tu as des difficultés, n'hésite pas à passer par nous, parce que ce sera intéressant de voir comment on traite ce sujet. Et au niveau de l'ordre, on pourra essayer de le remonter directement à la DRFIP pour voir déjà pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans l'annuaire, parce que c'est plutôt l'inverse. On a plutôt normalement des manquants que des trop, et voir si on peut t'aider à traiter ce sujet-là. J'en profite pour rebondir sur les associations, de repréciser effectivement. Donc c'est association, en gros, soit je suis fiscalisé ou pas fiscalisé. Association avec les critères que vous connaissez de fiscalisation des associations, les 3 ou 4 P, je ne sais plus combien il y a de P, mais il y a quelques critères pour la fiscalité. Je crois que c'est 4. C'est 4. Je ne vais pas me lancer dans la citation. Mais il y a des critères de fiscalisation. Si vous êtes fiscalisé, vous êtes soumis à l'obligation. En totalité. Si vous n'êtes pas fiscalisé, vous êtes hors champ de la facture électronique. C'est ça le critère. Alors, on a d'ailleurs, du coup, ça me permet de rebondir, et d'ailleurs, on avait la discussion avant de démarrer le live. Il y a Jérôme qui nous dit, est-ce qu'une association à but non lucratif? Donc, on va considérer que ta question, c'est une association non assujettie. Parce que, attention, on peut être à but non lucratif et être assujetti. C'est très important de bien faire la distinction. Peut s'inscrire sur l'annuaire. Alors, c'est une des questions qui nous a été posée à plusieurs reprises. Dont Marcia d'ailleurs qui est sur le chat, elle me l'a posé il y a 2 jours, c'est pour ça que j'ai creusé le sujet. Certaines associations, notamment des très grosses associations, parce qu'il existe des très très grosses associations qui ne sont absolument pas des assujettis, seraient intéressées de pouvoir déclarer une plateforme agréée pour automatiser leur flux comptable. Mais aujourd'hui, ça n'est pas possible, puisque pour rentrer dans le terminal des flux, finalement, il faut t'inscrire sur l'annuaire. Ce qui n'est pas possible, puisque si tu n'es pas assujetti, ils ne t'ont pas prévu dans l'annuaire. Donc j'en ai discuté avec un confrère qui participe au groupe de travail avec l'administration fiscale, qui me disait que en fait, c'était un sujet qui était sur la table, voilà, d'autoriser des non-assujettis à s'inscrire volontairement dans l'annuaire pour pouvoir bénéficier de cette automatisation des flux de factures électroniques. Voilà. La condition étant d'avoir quand même un sirène. Donc il faut dire qu'il faut que ce soit une association qui emploie des salariés pour avoir un sirène. Voilà. Ça n'est pas prévu, c'est en discussion, et espérons que l'administration fiscale acceptera ce point. Voilà. Donc c'est un sujet qui est sur la table, mais aujourd'hui, non, tu ne peux pas, parce que si tu n'es pas assujetti, tu ne peux pas t'inscrire dans l'annuaire. Et si tu n'es pas dans l'annuaire, la plateforme agréée de tes fournisseurs ne saura pas te retrouver, entre guillemets, automatiquement. Il y avait une question, alors je ne la remonte pas, mais c'était est-ce que les associés de sociétés d'exercice libérales qui maintenant sont déclarés en BNC sont concernés? Alors a priori non, parce qu'un associé de SEL, quand bien même il déclare un BNC, n'est pas considéré comme un assujetti. C'est ce qui fait qu'il ne paye pas de CFE, il ne paye pas de TVA, etc. Donc a priori non. Petite précaution quand même, regardez s'ils sont dans l'annuaire, parce que nous au cabinet on en a trouvé.
On en a trouvé, voilà. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des clients qui s'étaient déclarés eux-mêmes en BNC, mais avant qu'il y ait le formulaire spécial du SIE, donc ils s'étaient déclarés un peu comme un vrai BNC. Donc il y a un peu de régularisation à faire. Donc quand même, rechecker l'annuaire pour être sûr, quand vous avez ces dossiers-là, pour éviter de vous prendre une amende, en fait, le jour où ça sera en route et que vous serez passé à côté de cette thématique. Sur les amendes, je pense à ça tant que tu le dis, mais sur les amendes, on avait évoqué les amendes majorées dans une précédente session. On est toujours au même stade sur ce point, hein. Enfin, c'est l'occasion aussi de faire un petit point d'actu, c'est-à-dire qu'il y avait des amendes majorées qui étaient dans le projet de loi de finances 2026. Donc les amendes qui sont actuellement de 15 € par facture qui n'est pas transmise, facture de vente, qui n'est pas transmise par le invoicing, et 250 € par e-reporting qui ne serait pas effectué. Ça, c'est déjà dans les textes. Dans le projet de loi de finances 2026, il y avait 2 changements. Une majoration de ces amendes de 15 à 50 € par facture et de 250 à 500 € par e-reporting manquant. Donc premier point. Deuxième point, la création d'une nouvelle amende pour absence de désignation de plateforme. Donc ça concerne les entreprises dans le champ dès le 1er septembre 2026, choix de plateforme. 500 € après mise en demeure de l'administration, puis 1000 € tous les trimestres jusqu'à ce que l'entreprise sélectionne une plateforme. Donc on l'avait évoqué, c'est pour ça que je me permets de faire le suivi vu qu'il y a une question sur les amendes. On l'avait évoqué là. C'est dans le projet de loi de finances 2026. Vous savez bien où en est le projet de loi de finances 2026 en ce moment. On n'a pas de certitude du tout sur son avenir. Il est dans les limbes. Donc voilà, c'est un sujet qu'on suivra évidemment. Si tu veux, je fais la récap. On a fait le tour de ce qu'on voulait dire. Je fais juste la récap sur les actions, ou si tu veux, on continue. Ouais, alors il y a beaucoup de questions. Quand on a plusieurs secteurs TVA dans l'association, comment fait-on en pratique? Bon, si tu as plusieurs secteurs, c'est-à-dire que tu es assujetti, même partiel, et donc ça veut dire que tu peux t'inscrire sur l'annuaire. Tu devrais en tout cas apparaître dans l'annuaire, même si tu n'es que partiellement assujetti. On a la même chose avec un BNC, un médecin qui ferait du conventionné et d'autres activités à côté. Je vais être soumis en réception puisque je suis assujetti à la TVA, donc je suis soumis en réception, mais je serai soumis en émission uniquement sur la partie non exonérée. Et là, je serai soumis en émission, vu que je traite des particuliers, sur du e-reporting. Donc je peux avoir effectivement des traitements différents dans une même entité. Si un client s'est inscrit par erreur dans l'annuaire, j'imagine avec une plateforme agréée, est-ce qu'il peut en déclarer une nouvelle pour écraser Est-ce qu'il peut changer de plateforme? Est-ce qu'il peut changer de plateforme? Alors ça, c'est le sujet constant. C'est pour ça qu'on a bien insisté sur l'importance de communiquer rapidement auprès de vos clients sur la plateforme agréée, ne serait-ce que pour leur dire « on s'occupe de ce choix ». Et on va revenir vers toi avec une recommandation. Même si vous n'avez pas fait le choix de votre plateforme, ça n'empêche pas de communiquer. Parce que le risque, on a dit dans les 2 plus gros prescripteurs d'inscription, on a une banque, le risque c'est que massivement, s'ils n'ont pas eu de message de votre part sur ce sujet, ils s'orientent vers leur partenaire bancaire qui lui va les solliciter et les sollicite de façon très très pratique, c'est-à-dire que sur le téléphone, un pop-up qui monte et qui vous dit cochez la case pour choisir votre plateforme, ça prend 30 secondes et donc on peut avoir des clients qui s'inscrivent sans même avoir trop conscience de toutes les implications. Donc communiquer surtout, et dans le cas où il aurait fait ce choix-là, on peut toujours faire changer de plateforme. Et là je rappelle ce qu'on avait sans doute déjà dit dans un format. Là, on dit souvent, l'administration dit souvent on pourra changer de plateforme à n'importe quel moment. Il ne faut pas confondre 2 choses. L'administration sera capable de gérer avec son centralisateur des changements de plateforme. Si aujourd'hui je suis inscrit sur une plateforme A et que demain je souscris à la plateforme B, l'administration peut mettre à jour son annuaire et orienter mes factures d'achat vers la plateforme B tout de suite. Donc là, ce sujet-là, d'un point de vue technique, c'est gérable. C'est ce que ça veut dire quand on dit on pourra changer de plateforme. Ça ne tient pas du tout compte des engagements contractuels que peut avoir une entreprise avec son éditeur de plateforme. Ça, c'est un autre sujet qui relève du droit des contrats et qui est le contrat entre 2 parties professionnelles. Si j'ai pris une plateforme et que j'ai signé un engagement d'1 an ou de 2 ans pour choisir cette plateforme-là, techniquement, je peux prendre une autre plateforme et déclarer à l'annuaire que c'est celle-là que j'utilise désormais, mais j'ai une problématique contractuelle qui fait que je vais devoir payer un abonnement pendant 2 ans malgré tout. Donc,
le fait de communiquer auprès de vos clients tôt, c'est éviter ce genre de problème. Parce que oui, vos clients pourront le changer, mais dans certains cas, ils ne le feront pas parce qu'ils auront déjà pris un engagement auprès d'une plateforme. Pas tout le temps, mais ça peut arriver. Il y a Mustapha qui nous dit, je viens de vérifier, donc je pense dans l'annuaire, je viens de vérifier, j'ai la mention adresse de facturation non, donc comme s'il n'avait pas déclaré de plateforme agréée. Pourtant, je fais bien, alors c'est là où on va repréciser, pourtant je fais bien des factures électroniques depuis plus d'1 an sur jefacture.com. Est-ce que je dois demander à la plateforme une adresse de facturation? Alors, là, ce que vous faites depuis plus d'1 an, c'est de la facture électronique, dans le sens où ça sort un fichier facturix, etc. Il n'y a pas de problème, mais on n'est pas sur le schéma de facturation avec les plateformes opérationnelles. Et ce n'est pas la même chose que l'inscription à la plateforme de facture électronique. C'est 2 sujets différents. Là, vous faites de la facture électronique dans le bon format, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas sur la plateforme et l'inscription à la plateforme. Elle ne passe pas par les flux de plateformes qui vont s'ouvrir en début d'année prochaine. Et l'annuaire, c'est la plateforme de réception. Hein, et en plus, l'annuaire, c'est la plateforme de réception, effectivement. Tu de toute façon. Tu ne déclareras pas ta plateforme agréée d'émission, on s'en fiche. C'est ta plateforme agréée de réception que tu déclares. Oui, parce que ce que l'annuaire centralisé a besoin de savoir pour adresser la facture, c'est la plateforme de réception. Ce n'est pas la plateforme d'émission. Il a besoin de savoir la boîte aux lettres sur laquelle il doit déposer la facture qui est adressée. Alors, on nous demande, est-ce que techniquement, mon client avait choisi la plateforme agréée A, et puis finalement, je vais prendre la plateforme agréée B, je vais le déclarer. Est-ce qu'il faut supprimer l'autre pour en déclarer une, ou est-ce que ça écrase? Tout ça, c'est géré par la plateforme elle-même. Ce n'est pas vous qui allez aller sur l'annuaire sur un site impôts.gouv, annuaire de la facture électronique, et je change quelque chose sur un site de l'administration. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est lorsqu'on prend un abonnement à la plateforme fait le travail d'inscription et d'écrasement, le cas échéant, pour remplacer l'ancienne plateforme par la nouvelle. Et ce qui est prévu, si jamais il y a un litige, c'est-à-dire qu'il y a eu une inscription abusive, par exemple, d'un acteur, qui a inscrit quelqu'un qui n'aurait pas dû, c'est que l'administration puisse trancher entre les deux pour trancher ce genre de cas en regardant la signature du mandat qui a été fait avec la plateforme. Stéphanie qui nous dit, donc pour un cabinet d'expertise comptable, donc là elle se positionne comme chef d'entreprise, je vais devoir envoyer des factures de vente en facture électronique pour mes clients B2B et des factures de vente PDF par mail pour mes B2C. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est ça. Donc les premiers vont partir vers la plateforme de votre client professionnel. Les deuxièmes, elles sont prêtes aussi au format Facturix d'ailleurs, puisque Facturix, ça ressemble à un PDF. Si on ouvre un Facturix, ça s'ouvre avec un lecteur PDF. Les deuxièmes, elles partiront comme vous souhaitez les faire partir. Et ça sera du e-reporting sur les ventes. Je viens de choisir plusieurs plateformes agréées de réception. Comment les plateformes agréées, donc je pense d'émission. Ah non, d'accord, si je veux déclarer plusieurs plateformes agréées de réception. Ce que je peux faire, en fait, c'est sur une plateforme agréée de réception, déclarer plusieurs adresses, une granularité plus fine. Je peux prendre une plateforme de réception et créer plusieurs adresses. Donc je peux créer une adresse au niveau du SIREN, au niveau du SIRET, ou créer des sous-adresses, par exemple par service. Mais ça se gère au niveau de la même plateforme. Je peux descendre avec 3 niveaux de granularité. C'est comme ça que ça passe, ça marche. Je ne vais pas pouvoir en déclarer plusieurs en réception. Et on l'avait évoqué, je crois, dans le dernier expert de la facture. Aujourd'hui, la plupart des plateformes agréées ne te permettent pas, je dirais nativement, de déclarer plusieurs adresses. Mais pour avoir eu le cas au cabinet, en fait, on est passé par le support de l'éditeur qui, lui, a la main pour déclarer plusieurs adresses et par conséquent, potentiellement, de plateformes agréées. Et ce qu'on avait évoqué, ça pouvait être intéressant pour les notes de frais. Dans certaines grandes entreprises, on peut déclarer une adresse spécifique pour les notes de frais sur la même plateforme de réception pour que toutes les notes de frais remontées par les collaborateurs tombent directement dans une boîte aux lettres séparée. Alors, il y a eu beaucoup de questions ou plutôt de commentaires sur les coûts liés à ces plateformes agréées qui aujourd'hui sont très opaques. Il y a des offres freemium qui se créent, des offres gratuites, mais il y a beaucoup de composantes des coûts qui ne sont pas aujourd'hui forcément connues. Il y a un des confrères ou une consoeur qui nous parlait des problématiques d'archivage, puisque dans le cahier des charges, il y a une contrainte d'archivage
des factures reçues via les plateformes agréées. De mémoire, c'est 10 ans. Alors, la durée légale de conservation, elle est 10 ans. Il faut que je creuse ce point-là, mais de mémoire, l'archivage légal sur 10 ans n'est pas forcément dans les critères obligatoires de la facture électronique. D'accord. Donc il y a des choses variables selon les éditeurs. D'accord. La plupart le proposent, mais je ne suis pas certain que ce soit directement dans le cahier des charges. À vérifier. D'accord, ouais, alors checker. Ouais, checker. Parce qu'effectivement, ce qui va se poser comme question, c'est cet archivage des factures. À un moment donné, l'éditeur va vouloir le facturer parce que c'est un coût pour lui. Donc là aussi, c'est une des composantes qu'il faut intégrer dans l'analyse de vos coûts liés à cette réforme. Oui, il y a des choses très différentes sur les coûts. Il y en a qui incluent directement dans le coût de la facture tout, y compris l'archivage sur 10 ans. C'est déjà inclus dans le coût de la facturation. Donc il faut regarder les conditions de chaque éditeur. Donc on est d'accord, je suis un fournisseur, j'envoie une facture électronique si mon client est un professionnel. Peu importe que ce client soit lui-même soumis ou pas à TVA. Ok. Et donc si mon client est une association non soumise à TVA, est-ce que c'est un professionnel ? La réponse c'est ça dépend. Alors si ton association est non assujettie à la TVA, c'est pas considéré comme du B2B, donc il n'apparaîtra pas dans l'annuaire, donc tu le traiteras comme un B2C, c'est-à-dire en e-reporting et pas en facture électronique. En revanche, si ton association est assujettie à la TVA, mais potentiellement non redevable, ça peut arriver pour certaines activités, elle apparaîtra dans l'annuaire, et donc tu seras bien en e-invoicing sur ce client-là. Le critère n'est pas est-ce que je paye de la TVA ou pas, hein. C'est l'assujettissement, et pas le fait d'être redevable. Alors il y a un confrère qui nous dit lors d'une formation faite par ECMA, j'avais noté que les acteurs en franchise de base entraient dans la réforme en réception mais pas en émission. Et donc si ils apparaissent, ils sont ici dans le e-reporting et le e-invoicing, hein, les franchises de base. Pas tous les exonérés, mais ceux-là oui. Ouais, je pense qu'on a fait le tour des Okay. Il nous reste combien de temps? Non, on est très bien. Il faut annoncer les prochains. Alors on va faire un peu plus. T'as les dates? Très bien. Alors les dates, elles vont s'afficher à l'écran. Je pense sous le contrôle de la technique. Mais voilà. Ah oui, effectivement. Donc pour les prochaines dates, c'est vrai que c'est formidable. Vous avez un QR code. Voilà. Donc vous voyez qu'on ne les connaît pas. Qui vous permet de scanner et d'avoir accès aux prochaines dates et qui sont derrière moi. Donc en fait, vous vous souvenez, donc il y a plusieurs formats. Hein. Donc les dates que vous voyez là, donc 20 janvier, c'est ce format-là. 1h30 présentiel ou à distance sur plutôt l'organisation et la préparation de la facture électronique d'un point de vue étape à suivre ou vision globale, comme on l'a fait aujourd'hui. Pensez qu'il y a aussi le format Les experts de la facture, qui est un format complémentaire, où là, on détaille les cas d'usage. Donc on repart des cas d'usage spécifiques, à facturage, notes de frais, restauration, etc. Et ça sera le 8 janvier, la prochaine, voilà. Sur le secteur du transport et de la logistique. Voilà. Bon, de toute façon, vous avez le QR code, hein, donc flashez-le et vous aurez toutes les dates. Donc 8 janvier, les experts de la facture. Experts de la facture. 20 janvier, ici. Atelier de la transfo, sur les spécificités sectorielles. 29 janvier, nouvel expert de la facture. Oui. On va bosser en janvier. Oui, c'est ça. Après, bon, 17 février, je ne vais pas toutes vous les faire, vous avez toutes les dates hein, sur les prochains mois. Inscrivez-vous. Je vois que Frédéric, merci, a mis le lien. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à flasher, vous avez le lien pour avoir directement toutes les dates et vous inscrire. Alors, on n'a pas pu traiter toutes les questions. Vous avez été très dynamique et particulièrement actif sur le chat. Donc désolé pour les questions qu'on n'a pas pu traiter, mais c'était intéressant de pouvoir avancer sur notre présentation et vos questions. Merci Julien. Merci Gilles. Et puis au plaisir de vous retrouver très bientôt, donc plutôt en janvier pour ces problématiques de facturation électronique. Et donc pour ceux qu'on ne revoit pas d'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne fête. À bientôt. À bientôt. Merci.